Cher Tidiane Diao, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis une femme sénégalaise, je suis jeune et sans complexe, j'investis et je m'investis dans l'agriculture. Ainsi pourrait parler notre invité de ce soir, Seynabou Mbaye. Bonsoir. Bonsoir, Namdi Braka. Vous êtes ingénieure, PDG de Maïs Sénégal et présidente de l'association Moi, Maintenant, Osons ici. Vous êtes un bon exemple de ce qui est appelé retour vers l'agriculture. Vous étiez émigré ou expatrié en France. Pourquoi avez-vous décidé de rentrer et comment s'est opérée la mue? Il y a eu un déclic. Bon, moi, je peux dire que c'est le 31 décembre 2013, quand j'ai suivi son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui nous a appelés à retourner à la terre. Donc avec le FONSIS, la BNDE et toute cette politique qui est très encourageante parce que le secteur porteur est l'agriculture. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je peux porter l'édifice, donc je peux apporter ma pierre à l'édifice, donc dans le domaine de l'agriculture parce que c'est un secteur porteur. Et vous étiez parti en France très jeune, vous avez fait une quinzaine d'années? Oui, j'ai fait une quinzaine d'années, donc je suis partie après l'obtention du baccalauréat, donc ingénieur en électronique. J'ai travaillé dans la monétique, donc le secteur bancaire. Et après cela, j'ai décidé de revenir investir dans mon pays. Et vous atterrissez dans l'agriculture? Oui. Oui, ingénieur électronique. Comment cela s'est opéré? Au Fouta, comment cela s'est passé? Comme je vous ai dit, j'ai fait des investigations pour dire qu'est-ce que je peux faire au Sénégal. Je suis ingénieur. Je suis dans l'électronique, je suis dans la monétique, mais qu'est-ce que je peux apporter? Donc tout de suite, je n'arrivais pas à voir les possibilités. Mais il y a eu un déclic pour me dire, voilà, il y a beaucoup de terres, il y a énormément de terres vierges au Sénégal. Donc il faut régler ce problème du chômage des jeunes. Il faut apporter quelque chose dans l'autosuffisance, dans la sécurité alimentaire. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour aller dans l'agriculture. Et votre projet, un projet d'agrobusiness, est installé à Mbolo Birane, dans une commune située dans le Podor, que je connais très bien. Oui. Comment avez-vous monté le projet et concrètement sur le terrain, comment cela se passe? Alors, je suis arrivée donc, dans le département de Podor, oui, précisément dans la commune de Mbolo Birane. Les trois villages, donc Diabali Doubé, Mbolo Ali et Mbolo Birane, donc se sont fédérés pour m'octroyer 550 hectares de terre. Donc, c'était très simple, Mamadou, parce je suis partie voir la population en leur expliquant que c'est une jeune femme, donc une fille du Sénégal, une fille du Fouta, qui est venue pour travailler avec eux, en prenant un modèle de développement inclusif, c'est-à-dire donc ne pas venir exploiter leurs terres et les regarder. Donc j'ai travaillé avec cette population pour les inclure dans le projet. Donc 15% des bénéfices reviennent à la population. Donc je ne suis pas venue pour construire des hôpitaux, des cases de santé, pour vous donner des miettes. Non, je suis venue pour travailler avec vous. Donc sur ces 550 hectares que vous m'avez octroyés, les 15% vous reviennent et vous allez travailler tout comme moi. Donc ces populations ont été très réceptives vis-à-vis de ce que je leur ai proposé. Et ça s'est fait en l'espace de 2-3 semaines. Oui. Donc je suis très contente et je leur remercie encore pour ce geste. Je vais vous suivre parce que vous avez réussi la prouesse d'obtenir chez moi ce que je ne pourrais avoir. Peut-être. C'est quoi? Le projet, c'est du maïs, c'est du riz, parce que votre entreprise s'appelle Maïs Sénégal. Au départ, je suis arrivée avec un projet maïsicole. Donc, je suis partie voir les différents provendiers qui sont là, qui étaient peut-être intéressés ou pas par le projet. J'avais un apport conséquent, donc les 550 hectares qui sont déjà là, mais un très grand blocage au niveau des financements. Je n'arrivais pas à avoir des financements. J'ai été voir la BNDE. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible parce qu'ils n'ont pas l'expertise dans le domaine de l'agriculture. J'ai été voir le FONSIS. Le FONSIS m'a dit que non, ce n'est pas possible. C'est un petit projet parce qu'on n'avait besoin que de 500 millions. Mais quand je me suis agrandie aussi, je suis partie les voir à 2 reprises. Je ne les ai jamais vus. Donc j'ai arrêté ce projet de maïs parce qu'il faut un aménagement des terres conséquent, il faut des financements pour l'hydraulique, donc la maîtrise de l'eau, ce que je n'ai pas réussi à avoir. Donc je me suis tournée vers la riziculture. Oui.
Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, votre production est de combien? J'ai commencé donc sur fonds propres jusque-là, aucun financement. Sur les 550 hectares, il y a 30 hectares qui sont mis en valeur. L'année dernière, donc 180 tonnes de paddy. Comme c'est la seule, donc j'en ai profité aussi pour installer une usine de transformation qui emploie aujourd'hui une vingtaine de jeunes, plus les 15 jeunes qui travaillent dans l'exploitation. Donc, sur le Podor, donc les différents villages, j'achète la production de paddy, donc des producteurs environnants, que je transforme dans mon usine donc sous le label Riz Salam. Voilà. Vous êtes auto-employé et vous employez aujourd'hui une vingtaine de personnes. Une trentaine de personnes. Vous dites que vous avez financé le projet sur fonds propres. Oui. Si ce n'est pas un secret. Si je peux le dire, coûté combien? Aujourd'hui, tout le projet, donc depuis le départ, m'a coûté à peu près 100 millions de francs CFA. Très bien. 100 millions de francs CFA que j'ai investi sur fonds propres, avec des biens donc, que j'ai vendus donc, au niveau de la France avant de venir pour financer ce projet-là. Vous sentez que le projet est rentable? Est-ce qu'il est déjà rentable? Il est rentable, mais c'est sans cette aide financière, cet engagement financier, nous avons du mal à aller de l'avant. C'est très, très compliqué, Mamoudou. En fait, c'est révoltant si vous permettez, parce que quand vous faites le nord du Sénégal, vous avez SCL, Sénégindia, GDS, West Africa Farms. C'est ça, donc les sociétés dirigées par des étrangers, donc les Français, les Italiens, les Indiens, les Espagnols. C'est ça le paysage de l'agrobusiness sénégalais. Et il y a eu dernièrement 10 000 hectares de Dodel et d'Emed octroyés à une société marocaine. Le président de la République a finalement annulé cette attribution. Heureusement que son Excellence a annulé cet octroi. C'est très, très révoltant parce qu'aujourd'hui, si je donne l'exemple du Maroc, il faut s'inspirer du plan Maroc vert. Le Maroc a réussi à créer 6 millions d'emplois en l'espace de quelques années. Pourquoi? Parce que tous les secteurs sont ouverts aux investisseurs étrangers, sauf l'agriculture. Nous, on parle de 500 000 emplois. Non. Vous voulez dire que c'est jouable et c'est même plus que jouable? C'est jouable, c'est faisable. Mais là, il faut le faire avec une vision, avec un engagement et avec une capacité à financer les PME qui existent et qui sont là. Pourquoi? Il faut sortir de cette méfiance des Sénégalais envers des Sénégalais. Il faut qu'aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place aident les jeunes à promouvoir l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas venir dire qu'on veut entreprendre, qu'on veut investir dans l'agriculture sans voir personne autour de nous, ni devant ni derrière. C'est très, très, très compliqué, M. Mamadou. La promesse de 500 000 emplois du président Macky Sall pour son premier mandat, vous pensez qu'elle est une promesse réaliste? Mais pourquoi il y a des difficultés à atteindre les 500 000 emplois? Pour moi, il y a des difficultés à atteindre ces 500 000 emplois parce que l'agriculture ne peut pas reposer sur les exploitations familiales. Aujourd'hui, il faut aider les petites et moyennes entreprises, ces jeunes Sénégalais qui ont l'initiative, qui ont des projets d'envergure à créer de l'emploi. Nous, jeunes Sénégalais, nous qui sommes là, nous connaissons les conditions de vie difficiles liées à la pauvreté. Et nous pouvons investir, nous pouvons assurer une certaine sécurité à nos compatriotes. Mais il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Aujourd'hui, les étrangers qui sont dans le domaine de l'agriculture, ce n'est ni leur but ni leur vocation. Ils sont là pour exporter leurs dividendes et nous laisser très peu de royalties. Donc je ne suis pas là pour prôner un quelconque populisme économique ou un protectionnisme, mais il faut quand même aider cette frange de la société qui est la jeunesse à aller de l'avant et à croire en elle. En croire en elle, c'est possible. Alors, l'autosuffisance en riz, vous êtes dans le riz. Oui. Il était prévu d'atteindre cette autosuffisance en 2017. Finalement, la date a été repoussée à fin 2018, début 2019. Votre réflexion sur l'autosuffisance en riz? C'est tout à fait possible. Moi, je ne suis pas vraiment dans la guerre des chiffres. Hein. Je pense que nous qui sommes sur le terrain, nous faisons ce qu'on a à faire et puis c'est tout. C'est très, très possible, mais pour moi, il y a quand même encore des choses à faire. Donc, quelles sont les difficultés? Quels sont les goulots d'étranglement? Les difficultés, donc l'aménagement. Donc aujourd'hui, il faut aménager encore des terres.
Parce que si on veut atteindre l'autosuffisance, ce n'est pas sur les chiffres, sur du papier que ça se passe. Il faut continuer à aménager des terres, il faut du matériel de qualité et il faut aussi pousser la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, mais j'y crois, mais oui. Pour moi, ce n'est pas pour maintenant. Pourtant, il y a les PRODAC, il y a beaucoup de projets dans le domaine agricole. Qui sont dans ces PRODAC-là? Moi, j'aimerais bien rencontrer les gens qui sont là-dedans. Ouais, parce que c'est très, très compliqué. J'ai été dans un PRODAC donc, à Keur Sambakan, parce que ma mère est originaire de là-bas. Mais ce que je vois ne m'inspire pas du tout. Aujourd'hui, il faut fédérer la jeunesse. C'est des projets qui sont taillés sur mesure, qui sont sur papier. Et je pense que c'est pas avec ces PRODAC-là que l'agriculture va contribuer à la réduction du chômage au Sénégal. Vous pensez qu'il y a de la politique là-dedans? Il y a de la politique. Il y a beaucoup de politique là-dedans. De ce que j'ai vu de ma propre expérience, il y a beaucoup de politique. Et là, il faut arrêter de politiser l'agriculture. Il faut encourager les jeunes qui veulent investir, les petites et moyennes entreprises qui sont déjà sur le terrain et qui ont beaucoup de difficultés à avoir accès au financement ou aux terres. Il faut les protéger par rapport aux multinationales qui sont là. Nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité. Ces multinationales arrivent avec des financements. Avec beaucoup de financement de la Banque mondiale, de la BAD. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde, on les laisse faire. Ce n'est pas normal. Alors, si on récapitule, vous dites qu'on peut atteindre l'autosuffisance en riz, on peut créer 500 000 emplois facilement et même davantage. Mais vous me confiez tout à l'heure un secret, il ne fallait jamais le faire parce que vous êtes face à un journaliste. Vous m'avez dit il est possible de faire du Fouta, de la région nord, le grenier du Sénégal. On peut le faire. Le Fouta peut nourrir le Sénégal. Je le dis haut et fort. Expliquez-vous. Il faut faire quand on part de Saint-Louis, on passe à Dagana, on fait toute la région du Fouta. On se rend compte de toutes les terres qui sont inexploitées, qui sont laissées, soit au bord du fleuve, soit au niveau du Djeri, mais des terres qui sont très fertiles, qu'on peut mettre à disposition de jeunes. Donc, on peut non seulement nourrir le Sénégal, mais on peut aussi régler le problème de l'immigration clandestine. Oui. Oui. Vous pensez que l'agriculture est une vraie réponse à l'immigration clandestine? Aujourd'hui, c'est la seule réponse que je vois au Sénégal pour le moment à l'immigration clandestine. Et avec ce qui va avec, malheureusement, la traite des migrants, certains disent même esclavage. L'esclavage, oui. Bon. Et puis, moi, je n'aime pas, ça me révolte, donc je n'aime pas trop parler de ça. C'est surtout quand on a vécu à l'étranger, quand on a fait le Maroc, l'Algérie, quand on a vu comment on traite nos compatriotes. Mais il faut attaquer le problème sous un autre angle. Ces jeunes qui sont partis, ils sont partis à la quête d'un avenir meilleur. Ils sont partis parce qu'ils sont désespérés. Je pense que s'ils avaient quelque chose chez eux, ils n'allaient pas partir. Donc, il faut leur proposer des solutions. Il faut leur proposer de l'emploi. Il faut leur proposer de quoi vivre. Et il faut aussi récupérer ces jeunes-là, en faire quelque chose. Parce qu'ils ont chacun un potentiel qu'on peut exploiter. Il faut aussi les édifier sur ce qui existe. Parce que souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas conscience de ce qu'on peut faire ici chez nous. Et qui est parti et qui est revenu parler à ces jeunes, vous leur dites quoi? Aujourd'hui, je leur dis moi. Maintenant, osons ici. C'est une bonne réponse. Je leur dis moi. Parce que j'ai créé une association en début de l'année 2017. Donc, il n'y avait pas encore le problème de cette traite. Le but de cette association est d'édifier la jeunesse sénégalaise sur les potentialités qui existent au Sénégal et en Afrique. Je veux leur dire que l'Afrique est l'avenir. Je veux que chaque jeune se sente responsable de son avenir. Et chaque jeune vise son propre pays. Parce qu'il y a énormément de choses à faire ici. Donc nous voulons contribuer à la promotion d'individus conscients des enjeux de notre société et capables de relever les défis actuels de ces enjeux. Il y a un enjeu, mais il faut se bagarrer. Parce que l'enjeu en vaut la peine et la chandelle. Alors, la politique agricole du Sénégal, depuis très longtemps, on parle d'autosuffisance, on parlait du riz, mais l'autosuffisance aussi dans d'autres domaines, dans d'autres productions.
Vous êtes quoi, partisan ou partisane, je ne sais même pas comment le dire, d'une diversification, où vous pensez qu'on devrait se focaliser sur une culture bien précise et faire le maximum? Non, moi je suis partisane de la diversification. Parce qu'aujourd'hui, pour parler de sécurité alimentaire, il faut toucher tous les fronts. On ne peut pas rester sur la production céréalière ou le maraîchage pour dire qu'on peut. Non, non, non. On peut le faire. Nous avons l'eau, le soleil. Donc on a vraiment des conditions très favorables pour faire. Et la main-d'œuvre, la jeunesse, les forces vives qui sont là et qui peuvent porter ce combat-là. Donc moi je pense plutôt aller vers la diversification, mais pas prendre les fruits et légumes, laisser ça aux étrangers qui exportent. Et puis dire, bon bah vous, les Sénégalais, vous allez faire le plus difficile. Non, moi je suis pour la diversification. Alors pour vous, Seynabou, donc le rêve se poursuit. Il ne s'est pas transformé en cauchemar du tout. Un tout petit peu quand même. Un peu, oui. Un peu, c'est difficile. Quand on arrive au Sénégal et qu'on se dit, bon bah ça y est, on est à la maison, on va y arriver. On met un trait sur l'Occident, on s'est dit qu'on vient pour réussir. Et qu'on se rend compte que les mécanismes qui sont là nous regardent pas, que ces mécanismes ne voient pas ce qu'on veut faire, qu'ils n'encouragent pas à l'entrepreneuriat. Si, ça, je vous assure que c'est un cauchemar. Mais heureusement que nous sommes forts et que voilà, c'est cette jeunesse qui doit poser des jalons, cette jeunesse active qui doit participer au développement du pays que notre cher président appelle l'émergence. Donc cette jeunesse doit rester debout. Donc, je fais partie de cette jeunesse-là. Et vous avez mis la main vraiment à la pâte quand vous êtes allé à Mbolo Birane. Oui. Vous avez touché à la terre, vous l'avez gratté. Et comment le travail s'effectue? Je fais tout. Moi, j'aide. Donc voilà, il y a les ouvriers qui sont là. Mais, avec des machines? On a des machines. Donc on a quelques machines, donc pas beaucoup. Mais là, le plus important, on le fait quand même avec nos mains. Nos mains. Voilà. Vous avez recours à la houe aussi? À tout, oui. Donc, voilà, on est obligé de prendre tout ce matériel-là. Mais on espère que d'ici 5-10 ans, on n'aura plus à recourir à ces matériels archaïques. Sinon, au niveau de l'usine, on participe au déroulement des activités. On est avec, on décortique. Place, oui, effectivement, on met l'emballage sur place. Malheureusement, le riz n'arrive jamais à Dakar. Il est très aimé par mes parents foutanké. Il est consommé sur place. Donc l'année dernière, on a très peu vendu à Dakar et cette année, je pense que c'est mal parti pour Dakar. Voilà. Mais je vous souhaite le meilleur, que vous puissiez vendre à Dakar et ailleurs. En tout cas, Seynabou Mbaye, merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur électronique, vous êtes la présidente de l'association Moi, maintenant, osons ici, et votre projet d'agrobusiness s'appelle Maïs Sénégal. C'est ça. Merci d'être venu à l'invité du 20h. Merci beaucoup. Prenez exemple, chers messieurs, dames, sur Seynabou Mbaye pour retourner à l'agriculture, à la terre, mais aussi, vous, pouvoir public, aider ces jeunes, ils en veulent. Vous n'avez plus de raison de ne pas les aider à travers Seynabou Mbaye et bien d'autres certainement. Merci de nous avoir regardés encore ce soir. Excellente soirée. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.